la une, les routes de Cayenne, souvent impraticables, c'est le constat quotidien des automobilistes. Ils n'en peuvent plus de risquer leurs véhicules à chacun de leurs déplacements. Ils expriment leur ras-le-bol dans ce journal. Les présidents de régions ultra-périphériques à Bruxelles, ils ont rencontré le président de la Commission européenne, une réunion de travail exceptionnelle pour faire entendre les difficultés des ultramarins européens et décrocher plus de financement. Enfin, le muguet s'apprête à faire son grand retour ce dimanche 1er mai. La tradition reste ancrée, mais les ventes du lys des vallées reculent peu à peu en Guyane. Vous allez le voir dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Nid de poule, déformation du bitume, fossé mal remblayé, autant de dégradations de la chaussée dommageables pour votre véhicule lorsque vous circulez dans les rues de Cayenne. Mais à qui la faute? La chaleur, l'humidité, les poids lourds. Si aujourd'hui les automobilistes ne savent plus vers qui se tourner, ils n'en peuvent plus. Jonathan Lariot les a rencontrés. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des trous de seconde classe. Circuler dans les rues de Cayenne n'est plus vraiment une chose facile. Les automobilistes doivent des fois se prêter à des slaloms assez dangereux pour arriver à destination. Et pour cause, les rues sont jonchées de trous. Un problème que ne supporte plus la population. Comme chaque année, à la saison des pluies, c'est le même rituel, quoi. On se rend compte que les routes se dégradent, qu'il n'y a pas forcément un suivi. Je trouve que c'est un peu chaotique. Il y a beaucoup de trous et malheureusement, encore une fois, c'est les piétons ou les cyclistes qui paient, puisqu'en fait, ils sont obligés de traverser, nous de même. Donc l'état des routes endommage les voitures. Ils sont un peu dégradés avec beaucoup de trous et beaucoup de trous d'eau qu'on ne peut pas distinguer facilement. Mon lieu de domicile, où quand je vais faire les courses, effectivement, il y a beaucoup de trous sur mon chemin. Et c'est vrai que le véhicule est dégradé à cause de ça. Ouais. L'état des routes aurait été la cause de nombreux accidents durant l'année dernière. Et sur les réseaux sociaux, c'est l'affluence de commentaires, les habitants sont excédés. Faut-il demander aux membres du collectif Trop Violence de s'enchaîner quelque part pour que nous ayons des routes convenables? Si on demandait des élections anticipées, ils répareraient peut-être nos routes plus rapidement. La mairie de Cayenne, contactée par nos services, reste sans réponse face à cette situation. Mais ne vous inquiétez pas, si durant votre trajet, la route détruite en quelques points vous gêne, ne vous pressez pas, car demain, ils seront encore là. Des petits trous, toujours des trous de seconde classe. Rencontre au sommet pour les présidents de régions d'outre-mer à Bruxelles ce matin. Rodolphe Alexandre, Alfred Marie-Jeanne ou encore Harry Chalus ont participé à une réunion de travail avec le président de la Commission européenne. Une séance exceptionnelle pour faire entendre les difficultés et susciter, pourquoi pas, de nouvelles aides financières. Récit avec Éric Dupuis. Ils étaient tous là pour ce moment rare et très précieux au dernier étage de la Commission européenne à Bruxelles. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler à l'oreille attentive du président Jean-Claude Juncker. Élu en 2014, le luxembourgeois n'a évidemment pas la fibre outre-mer de nature. Tout l'enjeu de cette réunion, c'est de connaître sa sensibilité vis-à-vis des territoires ultramarins européens. Et après 1h30 de réunion, les présidents des collectivités sont sortis plutôt satisfaits. Nous avons senti quand même qu'il nous a écoutés, il a été vraiment très sympa. Mais je pense qu'en séance de travail, je pense que c'était une manière de recevoir les présidents des régions ultra-périphériques. Il a même dit qu'il n'aimait pas ce nom. Il a dit la partie noble de l'Europe. Nous sommes la partie noble de l'Europe. Préparée la veille, cette réunion a vu chaque élu des territoires évoquer des problématiques que pourrait assumer en partie l'Union européenne. Nous avons demandé comment pouvoir croiser entre un fonds structurel qu'on appelle le FEDER et le FED, de façon à favoriser la concomitance des opérations stratégiques entre le Suriname, le Brésil, voire le Guyana. La coopération régionale était au cœur des discussions aussi, et cette question, comment l'Europe peut accompagner les territoires à mieux s'intégrer dans leurs bassins respectifs. Je pense qu'il a entendu ça, qu'il a compris cela et qu'il a même approuvé cela, au point qu'il a proposé de venir nous rendre visite à un moment donné. Enfin, souhaitons que ce ne soit pas un peu vieux, mais je pense que le message global est passé. Si Jean-Claude Juncker venait à tenir sa promesse, ce serait la première fois que le président de la Commission européenne se rendrait aux Antilles et à la Guyane, et cela accélérerait forcément des processus de financement.
Et on va parler politique à présent avec cette conférence donnée par Walwari, Action, Progrès Citoyen et Guyane Écologie. Les trois partis ont dressé ce matin un bilan des 100 premiers jours de la collectivité territoriale de Guyane. On reçoit ce soir le secrétaire général adjoint du parti Walwari qui est venu nous en parler. Bonsoir Patrice Clette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais donc, vous considérez les premiers pas de la collectivité territoriale chaotiques, c'est le terme qui a été employé. Sur quoi vous basez-vous pour avancer ça ? Aujourd'hui, tout simplement parce que nous arrivons au bout de 119 jours, nous faisons ce point d'étape et nous disons cela parce qu'aujourd'hui, les compteurs ne sont pas au beau fixe, ils ne sont pas ouverts. Lorsqu'on regarde la situation du monde économique, pas plus tard qu'hier, mercredi, le BTP était dans la rue. On voit dans le domaine social qu'il n'y a pas d'avancée, on voit aussi dans le domaine économique, les entreprises tout le temps qui vont à Matignon, notamment le président de la Fédération du bâtiment qui part sur Paris en l'absence d'élus. On voit très bien qu'aujourd'hui, la situation est compliquée, on l'aura compris. En tout cas, vous évoquiez également l'organigramme ce matin. Qu'est-ce qui gêne dans cette question ? Nous, il faut tout d'abord rappeler ce que nous avons dit durant la campagne. Il y a eu une campagne électorale où il y a eu pas mal de promesses et aujourd'hui on arrive à une situation 119 jours exactement après. Nous avons précisé pendant la campagne que nous ferons une conférence sociale de manière à discuter avec les organisations syndicales, de manière à aborder la question de la collectivité territoriale, la présentation d'un organigramme de façon claire et sereine. Et aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Nous entendons des embryons on est quand même à pratiquement 4 mois, on entend des embryons d'organigrammes qui vont sortir, mais aujourd'hui, il y a une inquiétude du personnel. Et je rappelle que le personnel est là en tant qu'agent du service public, il y a une mission à rendre pour la population guyanaise. Et quand on connaît les chiffres aujourd'hui, notamment sur le chômage, parce qu'il faut quand même rappeler, on a des chiffres, c'est 27 000 chômeurs en Guyane, c'est 27 000 personnes qui travaillent dans le privé, et on peut observer qu'il y a eu 2,5% d'augmentation de chômage sur cette année en Guyane. Alors concernant maintenant le prêt de 53 millions d'euros, nous en parlions hier, qui va être contracté par la CTG, l'État annonce qu'il se portera garant. Quelle est votre opinion ? Nous disons très clairement, un prêt, pourquoi pas ? Mais pourquoi faire ? Où allons-nous ? L'idée, c'était de lancer les premiers chantiers, en tout cas. Ça s'appelle de la gestion à la petite semaine. Voilà. Après, je pense que durant la campagne, il fallait aussi l'annoncer. Nous disons qu'il faut avoir un cap, il faut avoir un horizon. On rappelle tout de même qu'en dans 15 ans, ça veut dire en 2030, ce pays aura 530 000 habitants. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons réellement que 53 millions, plus 30 millions qui a été déjà fait l'objet d'un prêt par l'ancienne collectivité, la région Guyane, que nous pourrons faire face aux difficultés qui s'annoncent. Nous disons très clairement non. Il faut véritablement avoir un cap, avoir un projet, définir ce projet et changer de stratégie. Nous avons parlé de rupture. On a un modèle aujourd'hui qui se repose sur 3 pieds, si je peux m'exprimer ainsi. On demande de l'argent. On fait un prêt, ça veut dire on hypothèque l'avenir des jeunes. Deuxième chose, on va sur Paris, on est en train de demander de quémander et ça ne fonctionne pas 70 ans après. Là-dessus, par exemple, qu'est-ce que Walwari proposerait ? Parce qu'il faut bien aller chercher cet argent dans la collectivité. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que nous parlons de rupture. Nous avons dit très clairement, nous voulons être acteurs, opérateurs économiques avec des entreprises de manière à impulser une nouvelle dynamique, de manière à participer dans le capital des sociétés, bien entendu par rapport aux richesses que nous avons. 2 objectifs, un, avoir des recettes supplémentaires pour pouvoir justement construire des établissements, faire de la politique. Mais ça demande du temps peut-être, excusez-moi de vous couper la parole, ça demande peut-être plus de temps. En 100 jours, c'est peut-être difficile d'évaluer, de dresser un bilan comme ça d'une collectivité. Non, nous ne dressons pas de bilan en soi. Nous disons, nous faisons un point d'étape.
119 jours après. Et de toute façon, en 70 ans après la départementalisation, on a déjà essayé ce modèle économique. On voit très bien qu'il ne fonctionne pas. Les résultats sont là. Aujourd'hui, on fait le pari, dans 5 ans, on aura plus de chômage. C'est pour ça que nous utilisons ce mot. Nous disons qu'il faut une rupture. La rupture, ça consiste à avoir un nouveau modèle. Si ça vous dérange pas. Comment ? Non, je vous écoute, mais très rapidement, s'il vous plaît, on a peu de temps. Un nouveau modèle, que des élus aient un nouveau rapport avec l'État, de manière à ce qu'il y ait des recettes nouvelles et que nous participions, quand je dis par exemple dans l'entreprise minière, dans le capital, et participer aussi au sein du conseil d'administration de manière à orienter les politiques. Alors justement, concrètement, et encore une fois assez vite, qu'est-ce que Walwari peut faire aujourd'hui? Parce que Walwari n'a pas été, je dis Walwari, c'est l'union qui n'a pas été élu par la population, mais il est quand même possible d'agir. Qu'est-ce que l'Union compte faire aujourd'hui? Nous allons continuer à battre le terrain, à expliquer à la population qu'il y a une autre vision. Aujourd'hui, de leur dire très clairement, celle-là, elle ne fonctionne pas. Nous allons continuer à faire des conférences. Nous l'avons fait avant la campagne, nous allons continuer. Nous allons sillonner le territoire de manière à expliquer à la population notre vision de ce territoire. Merci beaucoup, Patrice Klett, d'avoir été avec nous. Merci pour ces précisions. On poursuit ce journal avec le rachat des dettes des entreprises par la BPI, la Banque publique d'investissement. C'était une proposition du MEDEF Guyane pour tenter de relancer l'économie. Une requête entendue par Georges Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer, l'aurait même confirmé aux dirigeants du mouvement. On écoute le président au micro de Jonathan Lariot. La proposition, c'est de régler, que soient réglées définitivement les créances qu'on a sur les collectivités. C'est-à-dire que quand on a une créance sur une ville, une commune ou l'hôpital, par exemple, qu'on puisse la céder définitivement à la BPI, de façon à ce que nous, on soit débarrassés, qu'on soit payé en temps et en heure. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on fait notre boulot, on envoie la facture et plusieurs mois après, quand je dis plusieurs mois, des collectivités sont à 9 mois, d'autres ça dépasse et on atteint des fois 2 ans avant d'être payé. Donc il y a des dispositifs d'avance, mais qui n'avancent que pendant 2 fois 3 mois, donc ça ne va pas jusqu'au bout, qui sont coûteux en plus. Et finalement, on se retrouve avec des entreprises qui faisons la banque des collectivités. Ça, c'est totalement inadmissible, ce n'est pas notre rôle. Alors la BPI, banque publique, c'est plus son rôle que le nôtre en tout cas, ça c'est clair, voilà, doit pouvoir mettre ça en place. Et donc on a, au travers de nos différentes négociations, travaillé dans le temps sur le sujet. Et là, on a vu il y a quelques semaines que la fenêtre de tir était propice. Et donc on a redemandé formellement, et a priori l'instruction est en train d'être faite pour que ça sorte. La ministre l'a pratiquement dit la semaine dernière au BTP. Vous le savez, chaque année, l'Union des travailleurs de Guyane se mobilise à l'occasion du 1er mai. Une marche pour la défense des travailleurs est donc prévue ce dimanche. Rassemblement teinté cette année d'une nuance grave quant à la situation globale inquiétante de la Guyane selon l'UTG. Le point de rendez-vous reste le siège du syndicat pour le départ de la marche dans les rues de Cayenne avant le grand meeting public. On écoute le secrétaire général de l'UTG au micro de Mia Pierre. Nous donc demandons à la population et aux travailleurs de Guyane de venir devant l'UTG à 8h30 pour une manifestation par rapport à nos revendications aussi, mais par rapport aussi au symbole que représente le 1er mai. Il ne faut pas oublier que d'autres sont morts avant nous, d'autres ont lutté pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui, et il faut se rappeler, il faut que nous ayons ce devoir de mémoire. Donc nous allons revendiquer par rapport à la situation sociale de notre pays qui est catastrophique, notamment au niveau de la santé, l'énergie, l'éducation, qui sont des secteurs essentiels à la vie, mais par rapport aussi à la loi travail. Nous souhaitons mettre en exergue une situation qui est en déliquescence. La société guyanaise est en déliquescence, c'est le terme qu'il faut employer aujourd'hui, parce que c'est vraiment grave ce qui se passe. Malheureusement, on n'a pas l'impression que tout le monde en ait pris conscience. Tous les voyants sont au rouge et il est temps que nous nous mobilisions pour faire changer les choses. C'est dans cet esprit-là et c'est surtout la question que nous poserons dimanche. Quel avenir pour le peuple guyanais ? Restez avec nous. Dans quelques instants, nous dresserons un bilan des 6 premiers mois des autotests du VIH. Le kit reste peu utilisé chez nous. Et puis nous parlerons d'une autre tradition du 1er mai, celle du muguet que l'on offre à ses proches pour célébrer les beaux jours. La fleur se vend de moins en moins en Guyane.
Ils sont arrivés en pharmacie l'année dernière. Les kits de dépistage du VIH doivent permettre à de nombreuses personnes de vérifier par elles-mêmes si elles sont séropositives. Un processus rapide, anonyme et fiable qui ne dispense pas toutefois de la prise de sang. Mais est-il bien utile en Guyane? Élément de réponse avec Xavier-Paul Lepelletier. Commercialisés depuis le mois de septembre, les autotests permettent de détecter une contamination au VIH 3 mois après une prise de risque. Les tests de dépistage sont basés sur la détection de protéines qui sont fabriquées par la personne infectée pour attaquer le virus. Et ces protéines c'est pour ça qu'on dit on est séropositif. Donc on va détecter les protéines. Alors, il y a certains tests aussi qui vont détecter des morceaux d'antigènes du virus, mais globalement on détecte des protéines fabriquées par la personne qui vont attaquer le virus. Voilà. Et donc il y a une réaction colorée qui va permettre de dire ah bah tiens voilà. Comme en métropole, les autotests ne sont pas un franc succès en Guyane, pourtant le territoire le plus touché par le virus. Au début de la mise en place de l'autotest en Guyane, il y a eu un petit engouement qui s'est créé, peut-être dû à la communication du produit et la présentation du produit à la population de Guyane. Mais cet engouement a beaucoup baissé et en moyenne, actuellement, on peut dire qu'une trentaine d'autotests se vendent en Guyane par mois. Comment vous l'expliquez ? On peut penser à plusieurs facteurs, notamment le coût. Il faut quand même savoir qu'il varie entre 20 et 30 euros selon la pharmacie où vous l'achetez. Puis avoir une certaine appréhension du patient à faire le test tout seul dans son coin et surtout avoir le résultat. Probablement le principal frein au succès des autotests, leur prix élevé pourrait être revu à la baisse par le gouvernement, éventuellement en appliquant la même taxation que pour les préservatifs. Merci à vous, au revoir. Tout autre chose, à présent, elles ont du talent et un espace pour exprimer leur créativité. Les élèves de la section mode d'un lycée de Guadeloupe ont lancé leur propre entreprise, Élégance Végétale. Dans leur atelier, ces adolescentes confectionnent des robes teintées à l'herbe à pic ou encore des chemises à l'écorce de noni. Un projet qui leur a valu le premier prix du concours Entreprendre au lycée. Linda Kayersi les a rencontrés. Dans cet atelier de stylisme, la magie de l'élégance végétale opère. Alors, Élégance Végétale est une entreprise en fait, qui consiste à teindre des vêtements en teinture végétale avec les plantes de la Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir que 80 milliards de vêtements qui sont fabriqués dans le monde regorgent de produits chimiques. Et ces produits chimiques causent des problèmes à la peau, comme des cancers, des allergies, des démangeaisons, etc. Donc, comme c'est de la teinture végétale, c'est pour un bien-être en fait. Une mode écologique qui s'inspire de l'air du temps pour créer une collection originale. On a des robes, des combinaisons, des jupes, des chemises hommes, des bermudas, un peu de tout. En fait, je dessine ce que moi j'ai en tête. Et après, je vois au moins peut-être tout le monde. Et en fonction, ils me disent si ça leur plaît ou pas. Et eux, de leur côté, s'ils ont une idée en tête, donc ils viennent me voir, ils me disent qu'ils veulent ça, ça. Et moi, je fais en sorte que tous les croquis, en fait, ça peut plaire à tout le monde, quoi. Des vêtements pleins de vie, de créativité, mais surtout d'un savoir-faire, des métiers de la mode. En ce moment, je suis en train de faire des shibori. Alors, c'est une technique japonaise qui donne différents types de dessins, comme par exemple la chemise homme et la robe créole femme qui est au fond. Donc, cette technique japonaise, on peut le faire avec des billes et en forme avec les billes, ça fait il y a la moitié de la couleur et une partie qui est blanche ou bleue ou jaune ou rouge, peu importe la couleur. Une technique imprégnée d'une belle et lente chorégraphie colorée, des mains qui jouent avec une dextérité parfaite, avec des couleurs naturelles, notamment l'indigo. C'est de la poudre d'indigo qu'on met dans de l'eau, qu'on fait devenir au moins une pâte, et puis on ajoute du jus de banane, c'est-à-dire le fructose qui active le bleu, et avec de la chaux, ce qui donne une cuve d'indigo qu'on a ici, comme vous voyez. L'indigo, parce que c'est le plus fort de la Guadeloupe. Vu qu'on utilise les produits de la Guadeloupe, il est à 68,8% internationalement. Donc on a décidé que c'est celui-là qui sera notre couleur phare pour la teinture. De fil en aiguille, la mini-entreprise d'élégance végétale a su se faire un nom,
se professionnaliser. Chaque fois qu'il y a une nouvelle cliente, elle est toujours stupéfaite et contente de notre travail. Il nous encourage toujours et c'est vraiment bien pour notre projet futur. Alors nous, on pense on va forcément continuer dans la couture parce que on est là pour ça, on aime ça, c'est notre passion. Peut-être pas forcément dans la teinture végétale, mais le point est positif pour le moment, donc on y compte bien. Des modèles uniques au langage universel. J'ai eu un coup de cœur pour ce modèle en passant et voilà. Donc, la couleur bleue que j'aime beaucoup. Magnifique, les enfants ont bien travaillé. Franchement, c'est beau, il faut les encourager, c'est magnifique. Mais tout est beau là-dedans. Chef-d'œuvre de Chevalier Saint-Georges. Voilà. La magie de l'élégance végétale a donc toute sa place dans le monde de la mode. Guadeloupe, terre de fierté, l'élégance de nos plantes. Il marque le retour des beaux jours en même temps que la fête du travail. Le muguet sera la star des fleurs vendues ce dimanche 1er mai. Fleurs dites porte-bonheur que l'on offre à ceux qui nous sont chers. Mais pour les fleuristes guyanais, force est de constater que la tradition venue d'ailleurs ne rencontre pas un succès retentissant chez nous. Mia Pierre. Marie-Lucie est une des rares fleuristes de la place à avoir reçu des muguets pour le 1er mai. Ces fleurs sont arrivées hier dans la journée, un soulagement pour cette fleuriste dont les clients ont déjà passé commande. On a beaucoup de passages dès demain, ça commence à partir de demain, samedi, dimanche matin on est ouvert. Ce petit porte-bonheur se fait rare cette année. Il a fait trop chaud en hiver pour que le muguet se développe correctement et trop froid au printemps, la période d'ouverture des clochettes. Si le muguet ne pousse pas en Guyane, l'ouvrir le 1er mai est entré dans les habitudes de certains Guyanais. C'est une question de tradition. C'est vrai qu'on n'a pas le muguet, nous, ici en Guyane même. Mais le muguet, c'est traditionnel pour le 1er mai. C'est le porte-bonheur, c'est pour les travailleurs, quoi. C'est pour la fête spéciale pour la fête des travailleurs. Je leur offre, comme ça, ils vont continuer à soutenir le pays et puis à chercher du travail, dans la bonne humeur. Voilà. On va offrir des tournesols alors, il n'y a pas de souci. On va offrir des roses. Pour d'autres, qu'il y ait des muguets ou pas, ça ne change rien. Pas depuis que je suis en Guyane, ça se fait moins. Quand j'étais en métropole, oui, aujourd'hui non. Pour moi, ça ne change rien parce que je ne suis pas habitué à en donner, donc ça ne m'intéresse pas trop. Cette année, les muguets ont certes moins fleuri, mais la symbolique reste intacte. On termine ce journal avec du sport en Martinique où 73 coureurs ont démarré le 11e tour cycliste junior hier après-midi. Au terme de ce premier tour, la pédale d'or Joséphine s'offre un doublé, une victoire de bon augure puisqu'elle commence cette compétition comme elle l'avait achevée l'an dernier. Reportage Marc-Olivier Drim. C'est un peloton fort de 73 coureurs qui débute cette première étape longue de 100 km. Au menu, une première partie très roulante avec un détour du côté de Rivière-Salée. Au sommet de Haugrain, c'est Jordan Plumbert de la pédale d'or Joséphine qui lance les hostilités devant un groupe étiré. Pelletier, Lamentin, sur la RN5, l'homme de tête compte une avance de 30 secondes sur ses poursuivants. Un peu plus loin, le peloton pointe déjà à 2 minutes. Au niveau de Champigny, l'homme de tête est repris. Cocotte, Petit-Bourg, Rivière-Salée. Peu avant l'échangeur du Diamant, on retrouve en tête un groupe fort de 12 coureurs. Dans Médecin, les hommes de tête augmentent leur avance et passent à Cocotte avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur le reste des poursuivants. Dans Haugrain, le sociétaire de la PJ place une attaque et engrange des points de la montagne. Mais c'est dans l'estrade qu'un autre coéquipier, Pastel Kérouane, fait exploser le groupe de tête. Au sommet, il a déjà fait le trou. Le peloton est alors à plus de 3 minutes et ne reviendra pas. Trinité, Sainte-Marie, devant Pastel continue d'accroître son avance. Au pied de Vivet, l'homme de tête sans accident a déjà course gagnée et c'est là justement que notre coéquipier place une attaque. À un peu plus de 10 km de l'arrivée, la PJ fait son festival. Après 3h10, Pastel Kérouane gagne en solitaire au terme de 100 km de course. À 2 minutes et 34 secondes, Plumbert Jordan du Men Club, grand animateur, signe un doublé. Ensuite, j'espère que ça va bien se passer. Nous avons une très forte équipe avec Jordan Plumbert qui a fait 2e.
Je rencontre Swan Gouette, Swan Pivetal, ainsi que Ronnie Lafleur. À partir de l'épreuve, on a toujours vu par exemple les coureurs de la pédale d'or en tête, avec notamment Jordan Plumbert qui a bien animé la première partie de l'épreuve. Mais à partir de l'estrade, c'est son coéquipier Kian Pastel qui contre-attaque. C'est lui qui part et qui gagne avec une belle avance. Donc Kian Pastel qui gagne cette première étape avec un peu plus de 2 minutes d'avance sur son coéquipier Jordan Plumbert de la pédale d'or Joséphine. Un très beau tour qui est bien parti et on devrait voir une très belle course avec cette très belle étape, une belle victoire martiniquaise avec Kian Pastel de la pédale d'or Joséphine. Alger Kylian de l'entente VCPB-USF complète le podium. Ce vendredi, la deuxième étape conduira les coureurs du Robert à Sainte-Luce, une étape longue de 115 km. Ainsi s'achève votre journal ce soir. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Les routes de Cayenne, souvent impraticables, c'est le constat quotidien des automobilistes. Ils n'en peuvent plus de risquer leur véhicule à chacun de leurs déplacements. Ils expriment leur ras-le-bol. Les présidents des régions ultrapériphériques à Bruxelles, ils ont rencontré le président de la Commission européenne, une réunion de travail exceptionnelle pour faire entendre les difficultés des ultramarins de l'Europe et décrocher plus de financement. Enfin, le 1er mai marque la fête du travail, mais le Muguet s'apprête également à faire son grand retour ce dimanche. La tradition reste ancrée, mais les ventes du lys des vallées reculent peu à peu en Guyane. Restez sur votre antenne ATV dans quelques instants. L'info continue avec nos confrères de BFM TV, puis votre émission Face à Face présentée par Farouk Amri. Très bonne soirée, bon week-end à lundi.